Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Hey, Joseph, veux-tu une bonne nouvelle? Tiens, on va terminer. Vas-y, j'en ai besoin ces temps-ci. J'en ai besoin. Écoute, Steve Fortin, que tu connais, sur Twitter, vient d'envoyer ça il y a 1 heure. L'Université d'Oklahoma a annoncé 2 choses. La fin de leur programme de discrimination positive. Il n'y en aurait plus. C'est terminé. Et ils vont cesser d'utiliser des fonds publics pour financer les programmes militants d'équité, de diversité et d'inclusion. C'est la fin à l'Université d'Oklahoma. Et là, il y a un auditeur qui m'écrit et dit, est-ce que on commence à avoir un backlash anti-woke? D'abord, évidemment, c'est probablement en lien avec le jugement de la Cour suprême des États-Unis qui a déclaré inconstitutionnelles les politiques d'admission basées sur les quotas. Oui, je crois qu'il y a un début de backlash. En fait, ironiquement, rappelle-toi, ceux qui allaient devant la Cour suprême, c'était les étudiants asiatiques qui disaient « les plus discriminés, c'est nous ». Et bien entendu, tu devines, Richard, la complainte woke. On va probablement nous dire l'Oklahoma, un État de redneck républicain. Non, mais je pense, oui, qu'il commence à y avoir un certain backlash. Mais tout de même, la bataille n'est pas terminée, comme l'illustrera le petit cas dont je veux te parler maintenant. OK, tu veux me parler de formation en antiracisme pour les médecins. Alors, écoute, il me faut une certaine mise en contexte. Je t'explique. Je fais référence ici à une affaire qui a été rapportée dans le National Post il y a quelques jours et qui m'a été allumée par une lectrice que je remercie beaucoup. En gros, de quoi il est question? Les médecins, comme les avocats, comme les ingénieurs, comme les architectes, font partie de cette poignée de professions dites libérales qui se réglementent elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont eux qui conçoivent leur formation, leur déontologie, qui accordent le droit de pratique, qui sanctionnent les fautes professionnelles, etc. Au Canada, tu as ce qu'on appelle le Collège royal des médecins et chirurgiens, rien de moins, qui est l'association qui veille à la qualité de l'enseignement médical et des normes professionnelles pour tous les spécialistes et notamment les chirurgiens. Donc, c'est du sérieux. Alors évidemment, comment ils font ça? Ils font ça sur la base d'un guide, d'un protocole, d'un code de conduite. Et ce code de conduite, il est progressivement, périodiquement remis à jour. Alors là, évidemment, le collège a mandaté un groupe de travail pour remettre à jour la version de leur code qui devrait être prêt pour 2025. Et le National Post nous apprend qu'il est proposé que dans le nouveau code de pratique et de déontologie de 2025, on introduise et là, évidemment, c'est en anglais, mais je traduis. Il faut évidemment mettre au centre de la nouvelle pratique professionnelle des spécialistes et des chirurgiens l'anti-oppression, l'antiracisme et la justice sociale. Écoute ça. Rather than medical expertise, plutôt que l'expertise médicale. Et là, je traduis moi-même. Écoute, alors le groupe de travail qui propose la remise à jour du code dit que cette remise à jour, je cite, nous donne l'opportunité de penser de manière critique et de proposer une vision pour la pratique de la médecine qui sera basée sur la justice sociale, l'antiracisme, l'anti-oppression, la sécurité culturelle et qui fera la promotion d'un virage culturel profond nécessaire pour la profession. Fin des guillemets. Un peu plus loin, il est question de violence structurelle commise par le système de santé à l'endroit des gens marginalisés. Je continue et j'en passe des meilleurs, Richard, faute de temps. Il est question que
le nouveau système médical que l'on devrait mettre en place selon ces recommandations devrait, je cite, prioriser les relations bidirectionnelles avec les patients, les communautés et the land, la terre. Richard, comment est-ce qu'un médecin peut prioriser une relation professionnelle bidirectionnelle avec la terre? Explique-moi ça. Alors, tu vois, le délire n'est pas terminé. Je te pose une question. Est-ce qu'un foie, une prostate et un utérus ont une race? Est-ce qu'un foie, une prostate et un utérus ont une orientation sexuelle? Clairement oui, Richard. Je pense que des réactionnaires comme toi et moi ne pouvons évidemment pas comprendre, car si je poursuis, ce document dit qu'il faut reconnaître que le présent a été impacté par les structures historiques du pouvoir que sont le white supremacy, heteropatriarchy and capitalism. Alors oui, le fonctionnement de ta prostate est clairement influencé par le suprémacisme blanc, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Bon, écoute, mettons qu'on dise, parce qu'on se souvient de l'histoire de Joyce Echequan. Mettons qu'on dise aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins d'être plus sensibles à la réalité ethno-culturelle de certaines personnes, de ne pas se fermer, d'être plus sensible aux problèmes. Par exemple, dans les réserves, il y a des problèmes, entre autres, de toxicomanie, d'alcoolisme, qui sont propres à ces gens-là, puis il faut, bon... Ça, c'est correct. Ça, c'est normal. Bien sûr, mais ici, il est question de rather than medical expertise. Autrement dit, sous-entendu, l'expertise médicale, la pratique professionnelle, la science qu'on vous enseignait, elle est blanche, occidentale, patriarcale et donc de manière inhérente oppressante. On en est rendu là. Évidemment, Richard, calmons-nous. Alors, tu vois, ça passe pas comme lettre à la poste. Tu vois, par exemple, le président de l'Association ontarienne des radiologistes a réagi en disant, j'ouvre les guillemets, « This is bonkers ». C'est ridicule. Et il explique que déjà, la formation des médecins n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans, 20 ans. Déjà, il y a un réel effort pour les sensibiliser à un certain nombre de réalités culturelles. Joseph, tu as vu la page couverture du Journal de Montréal, les soins ésotériques pour des jeunes cancéreux à l'hôpital Montréal pour enfants. Là, jusqu'où, là, on va mettre ça de côté. Tu sais, tu dis « the land ». Il faut prendre en considération « the land » quand on fait des traitements médicaux. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire rentrer les chamans et les sorciers sous prétexte que dans certaines communautés culturelles, c'est comme ça qu'on soigne? On va rentrer les chamans dans les hôpitaux. J'ose espérer que non, Richard, mais à chaque fois qu'on se dit qu'on a atteint le dernier degré de l'absurde, on se rend compte que pas tout à fait. Ce qui nous ramène à ce qu'on discutait l'autre jour, tu vois, les gens qui sont peut-être pas attentifs tendent encore à réduire ça à quelques étudiants crinqués sur les campus. Non, on s'aperçoit que cette rectitude, elle est au pouvoir maintenant dans le système sanitaire, dans l'université, dans la fonction publique, dans une bonne partie des médias, il faut le dire, et que véritablement il y a ce qu'on est bien obligé d'appeler une espèce de guerre culturelle dont on parlait l'autre jour et dont le livre de Matthieu, justement, dont on jasait le totalitarisme sans le goulag, était un peu le reflet. C'est-à-dire qu'une nouvelle orthodoxie vertueuse essaie d'investir les lieux de pouvoir et ce qui est particulièrement pernicieux, tu vois, c'est qu'on la voit qui pénètre, on la voit qui percole dans les professions d'élite, notamment la médecine maintenant. Mais c'est ça. On n'est plus dans les sciences molles, on n'est plus dans les sciences molles, on est dans les sciences dures. La science dure, c'est 1 + 1 = 2. Ça égale pas 3, ça égale pas 4, ça égale 2. C'est ça la science dure. Et on est notamment dans tout le débat sur la théorie de genre, on en est au
congédiement de la biologie. Alors, tu vois, comme tu viens de le dire, on est rendu beaucoup plus loin que simplement une effervescence étudiante dans les sciences sociales. Tu vois, au plan de la reproduction, je m'excuse, Richard, mais il n'y a que deux sortes de gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Le sexe, il est fondamentalement binaire. Ça n'empêche pas l'ouverture, ça n'empêche pas la tolérance, ça n'empêche pas la compassion. Mais disons que pour quelques cas qui donnent espoir, comme celui que t'as évoqué de l'Oklahoma, on voit que les nouvelles du front sont pas toutes bonnes, puis qu'il y a encore du travail à faire pour faire primer la raison et le bon sens. Mais tu me disais hier que le cynisme est une arme de résistance contre l'absurdité du monde. Moi, je suis pour la politique du pire. Chaque fois que j'entends des nouvelles comme ça, je suis content parce que je me dis, on va tellement aller loin, là, qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte de l'absurdité de ça et on va reculer. Fait que allons-y, fonçons dans le mur, allons-y, mettons-en d'autres affaires comme ça, puis des niaiseries de même. Puis à un moment donné, envoyons le balancier à l'autre bout, là, pour qu'ils reviennent dans le centre au plus sacrant. D'accord, mais oui, je veux bien, mais d'ici là, ça fait quand même des dégâts. Tu vois, et tu vois ces dégâts, par exemple, je m'excuse de le dire comme ça, mais tu vois ces dégâts dans les propos que tiennent certains jeunes, certains étudiants, la manière dont, il faut le dire, dont certains jeunes journalistes cadrent le reportage. On voit que ça fait des dégâts. Cette mentalité qui se fonde essentiellement sur le primat du ressenti. Et si une cause est bonne et vertueuse, les faits inconvenants, on les met de côté. Là, c'est rendu la médecine, tu vois. C'est incroyable. La médecine, la formation des futurs médecins. Donc, comme on le dit, là, de rendre les médecins plus sensibles à certaines réalités culturelles, c'est une chose. Mais là, quand on dit, là, il faut que ça soit que ça prime sur l'expertise médicale et sur la science, c'est n'importe quoi. Merci, Joseph. À demain. Au plaisir. Pour notre dernière. Ça marche. Salut. Bye.